Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la violence, la vengeance et même sur la paix reposait sur un malentendu? C'est un peu la question au cœur de notre exploration aujourd'hui, en plongeant dans la logique, souvent cachée, des conflits humains. Allez, on commence direct avec une idée un peu provocatrice, la vendetta. On imagine tout de suite une spirale de haine sans fin, n'est-ce pas? Mais et si son but premier n'était pas la vengeance? Et si en réalité elle servait à quelque chose de complètement différent? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Loin d'être le symbole du chaos, la vendetta pourrait en fait être vue comme un très vieux mécanisme pour créer de la stabilité sociale. Oui, oui, de la stabilité. Alors, c'est quoi la vendetta si on la regarde de plus près? Ce n'est pas juste une impulsion de violence, c'est une réponse structurée. Une réponse qui arrive quand la prévisibilité entre deux groupes est brisée. Et son objectif, ce n'est pas tant de nuire à l'autre que de restaurer la confiance et la cohésion à l'intérieur de son propre groupe. Ok, décomposons un peu cette logique, ça vaut le coup. D'abord, étape 1, il y a une rupture. Un meurtre, un vol, bref, l'ordre attendu entre les tribus est cassé. Étape 2, cette rupture, elle crée une incertitude totale. Et pour un groupe ancien, l'incertitude, c'est tout simplement une menace mortelle. On ne peut pas vivre dans l'imprévisible. C'est là qu'arrive l'étape 3, la vendetta. Elle agit comme un signal très fort qui prouve la cohésion et la loyauté du groupe. Et enfin, l'étape 4, qui est la clé de tout, le but, ce n'est pas la violence pour la violence, c'est de restaurer une stabilité symbolique de la prévisibilité. Voilà une citation qui résume parfaitement cette idée. La vendetta, ce n'est pas la faillite du lien social, c'est plutôt une solution. Une solution ancienne à un problème bien précis. Comment faire quand il est impossible d'établir une confiance durable entre des groupes rivaux? C'est une théorie vraiment puissante. Sauf qu'elle se heurte à un énorme problème quand on zoome en arrière et qu'on regarde l'histoire à grande échelle. C'est ce qu'on pourrait appeler la paix de l'empereur. Parce que soyons honnêtes, l'histoire nous raconte une toute autre chanson. Les grandes périodes de paix, pensez à la Pax Romana par exemple, ne naissent pas d'un respect mutuel. Non, elles sont le résultat de victoires écrasantes, de la domination totale d'un camp sur tous les autres. Alors comment on fait pour réconcilier ces deux visions? La vendetta qui crée de l'ordre d'un côté et l'empire qui pacifie par la force de l'autre. Eh bien, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Peut-être qu'il n'y a pas un concept de paix, mais deux modèles totalement différents. D'un côté, on a la paix de domination. Sa base, c'est la victoire totale d'un camp. La méthode est simple. On écrase ou on neutralise l'autre. Ça demande très peu d'effort mental en fait. Et c'est stable tant que la force est là pour la maintenir. Et de l'autre côté, on a la paix de reconnaissance. Ah, là c'est une autre paire de manches. Sa base, c'est de limiter volontairement son propre pouvoir pour reconnaître l'autre comme un égal. L'effort mental et symbolique est énorme. Et sa stabilité, eh bien elle est incroyablement fragile. On se retrouve donc face à un paradoxe fondamental. La paix par la force, c'est stable, mais c'est inhumain. Et à l'inverse, la paix par la reconnaissance, c'est humain, mais c'est terriblement instable. Toute notre histoire semble osciller entre ces deux pôles. Mais attendons une seconde. Cette fameuse paix par reconnaissance, si belle, si désirable, a-t-elle seulement déjà existé à grande échelle? C'est ici qu'on met le doigt sur ce qu'on pourrait appeler la grande illusion. Regardons un peu les faits. La Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, elle reposait sur la bonne foi des États, mais elle n'avait aucun pouvoir réel pour imposer quoi que ce soit. En échec cuisant. Les Nations Unies, aujourd'hui, structurellement, ça reste un conseil des vainqueurs de 1945 où le droit de veto maintient une hiérarchie claire. Et la paix qu'on connaît, il faut être lucide. Elle tient moins au respect mutuel qu'à l'équilibre de la terreur, à la dissuasion nucléaire. Et ça nous amène à une conclusion assez dérangeante, il faut l'avouer. La reconnaissance, en réalité, n'est pas le moteur de la paix. Le plus souvent, ce n'est qu'un vernis, un langage moral qu'on applique pour habiller, pour raffiner une paix qui, à l'origine, a été imposée par la force. Elle ne la crée pas de toutes pièces, elle ne fait que l'améliorer. D'accord. Alors, si la reconnaissance mutuelle ne suffit pas à créer la paix, qu'est-ce qu'il reste? L'analyse propose deux chemins ultimes vers une unité mondiale. Deux chemins assez tragiques. Le premier chemin, c'est la soumission totale. C'est l'idée qu'une seule entité supérieure, un empire mondial, une religion unique, peut-être même une intelligence artificielle, impose l'ordre à tous. La paix serait stable, oui, mais le prix à payer serait notre autonomie. L'autre chemin, c'est l'aliénation totale. Là, ce sont les cultures, les histoires, les singularités qui sont petit à petit effacées par la standardisation, le marché global. La paix s'obtient en neutralisant toutes les différences. Le coût, la diversité humaine elle-même. Et c'est ici qu'on arrive à la synthèse finale. Une idée profonde, paradoxale.
Et si la vraie paix, celle de la reconnaissance, n'était possible qu'après l'un de ces événements unificateurs et traumatiques? Une sorte de paix après la fin de l'histoire. Pourquoi ces chemins tragiques seraient-ils une étape nécessaire? Parce que l'idée cruciale, elle est là. Pour reconnaître vraiment l'autre comme son semblable, il faut avoir une mémoire en commun. Sans un passé partagé, l'autre restera toujours, par définition, radicalement différent. La logique est assez implacable. Premièrement, une unification par la force, que ce soit par la domination ou par l'effacement des cultures. Deuxièmement, de ce grand traumatisme collectif naît une histoire commune, une mémoire partagée. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois les grandes différences rabotées, que la reconnaissance devient enfin possible. Pas la reconnaissance des différences, non, mais la reconnaissance d'une condition humaine devenue identique pour tous. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, qui résume tout le dilemme. Si une paix parfaite, une paix durable, exige la fin de ce qui fait toute la richesse de l'humanité, c'est-à-dire sa diversité de cultures, d'histoires, alors quel est au final le véritable prix de l'unité?